L'Iran a lancé plusieurs missiles et le choix des cibles montre clairement que cette confrontation ne se limite plus aux seuls objectifs militaires. Les frappes n'ont pas visé uniquement des bases ou des sites stratégiques, mais aussi des infrastructures énergétiques, des zones industrielles et des points névralgiques en Israël, comme la raffinerie de Haïfa, qui a elle aussi été touchée. Certains projectiles ont été interceptés, d'autres ont réussi à passer, et cela pose une question centrale. Quel a été le vrai niveau de dégâts, au-delà des images qui circulent partout? Car dans ce type de guerre, la bataille ne se joue pas seulement sur le terrain, elle se joue aussi dans le récit. Et c'est justement ce qui nous amène à la suite. Ce conflit repose en réalité sur deux méthodes très différentes. Israël mène surtout une campagne de frappe aérienne de précision, visant des sites militaires, des dépôts d'armes et des infrastructures jugées stratégiques en Iran, avec l'idée d'user progressivement les capacités adverses. En face, l'Iran répond avec une autre logique, celle des missiles balistiques tirés à longue distance vers des villes, des zones d'activité et des points névralgiques en Israël. On n'est donc plus dans un échange limité ou symbolique, mais dans une confrontation qui s'élargit, qui touche plusieurs lieux en même temps et qui monte clairement en intensité. Et pour mesurer cette montée en puissance, il faut maintenant regarder de plus près les effets concrets de ces frappes sur les deux pays. En Iran, les conséquences paraissent plus étendues et plus visibles sur le territoire. Les frappes ont touché plusieurs secteurs, pas uniquement des installations militaires, mais aussi des zones civiles proches. Des bâtiments ont été endommagés, certains se sont effondrés, des routes ont été recouvertes de débris. La vie quotidienne a été perturbée et la circulation des biens est devenue plus difficile dans certains endroits. Par moments, certaines zones sont même devenues temporairement inhabitables. Ce qui ressort surtout, c'est le caractère diffus des dégâts. Ils ne se concentrent pas sur un seul point, mais s'étendent à plusieurs espaces, ce qui donne une idée de l'intensité réelle des attaques. Mais pour comprendre l'équilibre du conflit, il faut aussi observer ce qui se passe côté israélien. En Israël aussi, les frappes ont provoqué des dégâts réels. Des missiles ont atteint plusieurs lieux, y compris des bâtiments et des zones habitées. Il y a eu des destructions, des impacts directs et un choc évident pour la population. Mais à ce stade, l'ampleur semble plus limitée que celle observée en Iran. Une partie importante des missiles a été interceptée avant d'atteindre sa cible, ce qui a réduit les dommages. Cela s'explique en grande partie par les systèmes de défense aérienne, mais aussi par le niveau de préparation des infrastructures de protection civile. Cela dit, il faut rester lucide. Même les meilleures défenses ne stoppent pas tout. Certaines frappes passent toujours et c'est précisément ce qui rappelle que la vulnérabilité existe des deux côtés. Et cette comparaison entre les deux pays permet de mieux comprendre la logique générale du conflit. Si on compare directement les deux situations, une différence nette apparaît. En Iran, les dégâts semblent plus dispersés et plus larges, touchant plusieurs zones à la fois. En Israël, ils paraissent davantage localisés, concentrés sur certains points précis. Cette différence n'a rien d'un hasard. Elle tient à plusieurs facteurs: le niveau de défense, la technologie disponible, l'organisation des secours, la préparation des infrastructures civiles. Mais malgré ces écarts, il ne faut pas tomber dans une lecture simpliste. Les deux pays subissent de vrais impacts, matériels bien sûr, mais aussi psychologiques. Car même quand une attaque est interceptée en partie, l'effet sur la population, sur la peur et sur le sentiment d'insécurité reste profond. Et c'est justement dans ce climat que les rumeurs commencent à prendre de l'ampleur. Parmi les informations qui ont circulé, certaines évoquaient une crise de l'eau en Israël, voire des inondations provoquées indirectement par les frappes. Ces récits se sont propagés très vite, mais ils doivent être pris avec beaucoup de prudence. À ce jour, il n'existe pas de preuves solides montrant une crise nationale de l'eau. Il n'y a pas eu de confirmation officielle d'un effondrement d'un barrage, ni d'une paralysie complète du système principal d'approvisionnement. En revanche, un point reste important. Dans un pays moderne, l'eau dépend étroitement de l'énergie. Si l'électricité ou certaines infrastructures énergétiques demandées sont gravement touchées, alors la distribution de l'eau peut à son tour être perturbée. Donc non, la catastrophe annoncée n'est pas confirmée, mais oui, le risque existe en cas de dégradation plus large. Et cette prudence sur l'eau doit aussi s'appliquer à d'autres récits beaucoup plus lourds, notamment sur le plan militaire.
Un autre sujet a beaucoup circulé, l'idée d'une invasion terrestre de l'Iran par les États-Unis. Là encore, il faut séparer les hypothèses des faits. Jusqu'ici, il n'y a pas eu de confirmation officielle d'une entrée de troupes américaines au sol en Iran. Ce que l'on voit, en revanche, c'est une intensification de l'activité militaire, des déploiements, des préparatifs et l'étude de plusieurs scénarios possibles. Mais dans une logique militaire, préparer une option ne veut pas forcément dire l'exécuter. Les armées se préparent souvent à plusieurs cas de figure, même quand aucun ordre final n'a encore été donné. Présenter ces mouvements comme une invasion déjà en cours est donc trompeur. Et cette confusion nous ramène à un autre point sensible, la question des pertes humaines. Beaucoup se demandent pourquoi les chiffres sur les victimes, surtout en Israël, ne sont pas toujours donnés clairement ou immédiatement. La raison est assez simple. Dans un conflit, les bilans ne tombent pas instantanément et ne sont presque jamais complets au premier moment. Les données doivent être vérifiées, recoupées, validées. Il y a aussi des considérations de sécurité, de communication politique, de protection des familles et de timing médiatique. En clair, les chiffres arrivent souvent par étapes. Ce flou ne veut pas automatiquement dire qu'on cache tout, mais il montre que l'information en temps de guerre se construit lentement, morceau par morceau. Et cela nous conduit à une réalité devenue centrale dans tous les conflits modernes, la guerre de l'information. Au-delà des frappes, il y a une autre bataille tout aussi importante, celle du récit. Chaque camp met en avant sa version, insiste sur certains faits, en minimise d'autres, et tente d'imposer sa lecture du conflit. Les réseaux sociaux accélèrent énormément cette dynamique. Une vidéo, une photo ou une affirmation peuvent en faire le tour du monde en quelques minutes, même quand elles ne sont pas vérifiées. Certaines informations sont exagérées, d'autres sont sorties de leur contexte et d'autres encore sont simplement fausses. Le résultat, c'est une grande confusion qui brouille la compréhension du public et modifie la perception des événements. Et dans une guerre où l'opinion compte presque autant que les missiles, cette confusion devient elle-même une arme. C'est pourquoi il faut maintenant regarder ce que tout cela annonce pour la suite. Dans l'ensemble, ce conflit reste dans une phase de montée en tension. Rien n'indique qu'on soit arrivé à la fin. Les frappes continuent, les réponses aussi, et le risque d'élargissement reste réel. Le scénario le plus inquiétant serait un basculement encore plus net vers les infrastructures vitales. Énergie, eau, transport, logistique. Si cette étape est franchie à grande échelle, alors les conséquences pourraient devenir bien plus graves pour les deux sociétés, avec des effets qui dépasseraient largement le cadre strictement militaire. Autrement dit, ce que l'on voit aujourd'hui pourrait n'être qu'une phase intermédiaire. Et c'est pour cela que la manière de lire les informations devient presque aussi importante que les événements eux-mêmes. Dans une situation comme celle-ci, comprendre vaut presque autant que constater. Tout ce qui va vite n'est pas vrai. Tout ce qui devient viral n'est pas fiable. Il faut comparer les sources, remettre les images dans leur contexte, accepter les zones d'ombre et comprendre les limites de ce qu'on sait à un instant donné. Parce qu'au fond, dans les conflits modernes, on ne se bat pas seulement pour contrôler un territoire ou détruire des cibles. On se bat aussi pour imposer une perception du réel. Et tant qu'on n'a pas compris cela, on ne comprend qu'une partie de la guerre. Parce que sans l'Europe, sans le Moyen-Orient, l'Amérique sera une puissance vide, sera un tigre à papier et zéro. Il menace l'Europe, il menace l'auto de tigre à papier. Je demande Dieu que de la manière l'idiot président homosexuel Macron, de la manière dont il a été une bénédiction pour l'Afrique et surtout pour l'AES, je prie Dieu que Donald Trump soit une bénédiction pour l'Europe. Et qu'il claque tout sur la patte de l'OTAN. Et que l'Europe se concentre sur une armée européenne. L'Amérique aura quelle puissance dans le monde? Sans l'Europe, sans le Moyen-Orient, l'Amérique n'a pas. Ils ont besoin de ces bases pour stationner leurs avions. Ils ont besoin de ces bases pour se ravitailler. Si ceux-là disent non, ils pensent qu'en disant cette bêtise, ce petit Dieu a ses oreilles de lapin là. Ils croient qu'en disant ça, c'est aux Européens qui chose là. Non, c'est parce que les Européens sont lâches. Il n'y a pas d'Ibrahim Traoré en Europe. Vous avez une lesbienne qui parle beaucoup, mais qui ne peut pas agir. C'est seulement le premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, je crois, que je respecte. Quand Trump a menti sur lui, le lendemain, il est sorti. Parce que Trump, c'était un menteur pathétique et congénital. Il dit, quand le premier ministre espagnol a dit, on ne permettra pas. Le lendemain, il sort.
Il dit, le Premier ministre m'a appelé tout en joie. Il dit, on peut utiliser leur base. À peine il finit de parler, le Premier ministre sort la seconde qui suit. Il dit, Monsieur le Président, désolé, je ne vous ai jamais parlé au téléphone. On ne mettra jamais notre base à votre disposition. Trump était menteur, pathétique, malhonnête. C'est comme ça qu'il a bâti sa réputation dans le mensonge, la corruption et la manipulation. Alors, ce qu'il faut retenir, je vous en prie, c'est une aubaine que Dieu tend à l'Europe et à l'Afrique de se libérer de la domination américaine. S'il n'y a pas l'Europe pour soutenir l'Amérique ne pourra pas supporter les coûts de ces opérations. Vous savez, je vais vous faciliter ça aussi. À quel temps tu connais là-bas? Si tu écoutes, tu vas savoir si je connais, mais si je ne connais pas. Parce que ce que je dis, ça s'enseigne dans ces écoles, mais pourtant je ne suis jamais allé dans ces écoles. Il faut écouter seulement. Quand vous avez une opération, il y a la projection, l'opération peut se faire en 2 ou 3 temps. Mais je vais prendre 2 temps. Vous pouvez avoir une puissance maritime, c'est-à-dire une flotte maritime qui peut soutenir vos missions sur, d'abord sur la période, c'est-à-dire que sur la durée, et puis sur l'espace. Donc, avec une flotte maritime consistante, vous avez 2 options. La durée, et puis la projection sur un espace beaucoup plus éloigné. La deuxième option, c'est l'option terrestre. Vous scellez des accords de défense avec des pays avec des ouvertures maritimes, des pays qui vous permettent de vous projeter à partir de vos bases qui seront là-bas, de vous protéger dans le monde entier. Et c'est ce à quoi servent les 13 bases américaines dans le Moyen-Orient et en Europe. Mais si vous insultez tout cela, le Moyen-Orient, l'Iran n'a pas fait une guerre stupide. L'Iran a fait une guerre stratégique. Et je voudrais que nos officiers supérieurs de nos armées regardent attentivement ce que l'Iran a fait. L'Iran a commencé d'abord par aveugler l'Amérique. Je vous ai toujours dit depuis longtemps que la puissance d'une armée, c'est le renseignement. Et le renseignement constitue les yeux des forces armées. Quand vous aveuglez une armée, c'est fini. Et l'Iran a commencé par percer, à casser les yeux de la puissance américaine. En faisant quoi? En détruisant tous les radars dans les pays du Moyen-Orient. Les satellites peuvent servir, mais les radars sont plus efficaces, les coordonnées sont en temps réel et les satellites, c'est un peu compliqué que les radars. Donc l'Iran a détruit tout ce que l'Amérique avait comme radar dans le Moyen-Orient. Malgré ça, ils arrivaient encore à faire des projections. L'Iran a dit, si on ne peut pas détruire tous les avions, il faut détruire les pistes de décollage et d'atterrissage. L'Iran a détruit. Donc, tout élever, c'est un problème. Mais il faut, donc, maintenant, toutes les opérations se font à partir maintenant des porte-avions. Et il y a des missiles qui sont lancés, c'est pourquoi le Koweït a compris vite et le Koweït a dit, attends, mon frère, pardon, Iranien, pardon, on n'est plus dedans. On n'a plus de décision, c'est terminé. Et ils ont officialisé leur retrait, ils ont officialisé. Donc l'Iran a arrêté de bombarder le Koweït. C'est l'Arabie Saoudite qui est passée dans le dos de l'Iran et comme une malédiction, Trump dit aux dirigeants saoudiens, l'expression un peu vulgaire, je vous demande pardon, viens lécher mon derrière. Comment un président peut dire à un dirigeant, viens lécher mon derrière? Et c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit à Ben Salman. Puisque ils sont en train de pleurer derrière Trump de finir ce qu'il a commencé. Le prince saoudien et le monarque émirati. Voilà la réalité. Et cette réalité, oulala, ouf, c'est pas grave. Alors, donc, cette réalité, permettez-moi, je ne sais pas trop. Ouf, donne-moi une seconde. Je vais, s'il vous plaît, donne-moi une seconde, rapidement, je vais venir ici.
Donne-moi une seconde, hein, je vais, chose, quoi, oh là 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 là. Ouf! J'ai perdu un peu la connexion ici. Ok, je vais prendre ça. Ok. Oh là là. Ah. Ok, c'est pas grave, on va aller avec Facebook, on va conclure avec vous. Alors, donc, avec les pays du Golfe, avec les monarchies du Golfe, évidemment, les États-Unis pouvaient faire ce qu'on appelle la projection à partir de ces bases-là. Donc le Koweït s'est retiré, l'Arabie Saoudite a été humiliée et insultée, les Émirats Arabes Unis continuent d'être bombardés, et puis bien entendu le Qatar aussi continue d'être bombardé. Bon, maintenant, on a vu que Trump a attaqué un port iranien aujourd'hui. Et en ce qui concerne le détroit, ce qu'il faut retenir, l'Iran a décidé que, ce sont les expressions, hein, que les bateaux amis peuvent passer. Donc, il y aura un montant à payer, 2 millions de dollars, mais ce sera en yuan. Et il y a un corridor qui vous sera indiqué et vous utilisez le corridor, vous sortez. Voilà ce que l'Iran a décidé de faire. On vous montre le corridor et puis vous sortez. Et maintenant, les Américains ont décidé de commettre des crimes de guerre. Des cibles militaires ne seront plus frappées, mais des cibles civiles. Ils l'ont fait comme Israël a fait la dernière fois. Israël a bombardé un pont. Ils ont fait la même chose. Donc, à défaut, et ils ont compris, je ne sais pas si c'est comment ils sont arrivés à cette conclusion, ils se sont rendus compte qu'ils ont dépensé des milliards sur des sites qui n'en valaient pas la peine. Et ils se rendent compte qu'en réalité, la puissance militaire iranienne est encore intacte. L'architecture gouvernementale est intacte. Rien n'a changé. Mais il se vend lui-même, il se manipule lui-même, le régime a changé. Mais attendez, moi je dis tout de suite, je vais changer mon t-shirt. J'enlève ce t-shirt, je porte un autre t-shirt ou je porte une chemise. Je vais changer ma monture, je porte autre chose. Mais il dit le régime a changé. Mais le régime a changé comment? Il y a la continuité qui est là. La continuité institutionnelle est là. Le président est là. Le ministre des Affaires étrangères est là. Il y a un nouveau guide qui est là. Les gardiens de la Révolution, tous les officiers sont là. Mais tu as changé le régime comment? Est-ce que les gens peuvent mettre, tu as changé le régime comment? Il faut expliquer parce que les gens disent, on écoute, on regarde, tu as changé le régime comment? Puisque celui que tu as tué là, c'est son fils qui est là maintenant comme guide. Tu as tué son père, tu as tué sa mère, tu as tué sa femme, tu as tué sa fille, tu as tué son beau-frère. Tu as tué ses compatriotes. Et il a juré, on va écouter ça rapidement et puis on va continuer, il a juré de faire quelque chose. Sur le terrain diplomatique, Londres tente de faire bonne figure. Keir Starmer défend l'efficacité de l'OTAN tout en refusant d'être entraîné dans une guerre qu'il juge illégale. Une prudence qui déclenche l'ironie cinglante du président américain, lequel n'hésite plus à remettre en cause la puissance même de ses partenaires. Trump s'était auparavant indigné du refus de ses alliés européens d'envoyer des navires de guerre pour aider à la réouverture du détroit d'Ormuz contrôlé par l'Iran. Manquant quelque peu de créativité, le président américain a qualifié l'OTAN de tigre de papier, comme il l'avait déjà fait auparavant à propos de la Russie.
Je dirais que c'est irrévocable. Je n'ai jamais été influencé par l'OTAN. J'ai toujours su que c'était un tigre de papier. Poutine le sait aussi, d'ailleurs. Au sein même de l'OTAN, le clivage existant entre la Maison-Blanche et les autres pays membres semble passer sous silence. Ainsi, le secrétaire général Mark Rutte, tout en poursuivant sa défense de Washington et de sa politique vis-à-vis de l'Iran, affirme que des progrès ont été réalisés au sein de l'organisation. Alors, mais écoutez bien. Significant progress. Nous avons réalisé des progrès significatifs en matière d'investissement dans la défense et l'OTAN est aujourd'hui plus forte qu'il ne l'a jamais été. Pendant trop longtemps, les alliés européens et le Canada ont été excessivement dépendants de la puissance militaire des États. Alors, quand vous écoutez ça, c'est de ça que les Européens ont besoin, c'est pas de ça que les Européens ont besoin. Trump vous a insulté, vous répondez à Donald Trump, il dit que vous êtes des lâches, il vous insulte, il dit ce qu'il veut, et vous, tout ce que vous trouvez à dire, c'est de venir raconter des conneries pareilles. Et vous voulez aller où avec ça? Continuons d'écouter. États-Unis. Nous n'avons pas pris suffisamment nos responsabilités en matière de sécurité, mais un véritable changement de mentalité s'est produit, avec une prise de conscience collective de l'évolution de notre environnement sécuritaire. En tant qu'Européens, je suis fier de ce que nous faisons, des progrès remarquables accomplis. Nous investissons parce qu'il est crucial d'être capable de faire face aux menaces qui se présentent à nous. Pour l'administration Trump, l'OTAN est devenue une relation à sens unique où Washington paie pour une protection qui ne lui est pas rendue. La question de l'appartenance des États-Unis à l'Alliance est désormais officiellement sur la table avant même que le conflit contre l'Iran ne soit terminé. Écoutez, hein. Côté américain, le secrétaire d'État Marco Rubio a prononcé un discours dans lequel il a expliqué pourquoi les États-Unis avaient attaqué l'Iran. Beaucoup d'Américains se posent la question, pourquoi les États-Unis ont-ils attaqué l'Iran maintenant? Laissez-moi vous expliquer. L'Iran veut se doter de l'arme nucléaire. Écoutez bien, hein. Aucun doute là-dessus. S'ils voulaient vraiment, comme ils le prétendent, de l'énergie nucléaire, ils pourraient en avoir comme tous les autres pays du monde. Ils importent le combustible et construisent des réacteurs en surface. Mais ce n'est pas... Mais pourquoi, je vous en prie, écoutez très bien, pourquoi c'est un idiot pareil, avec sa gueule, ses oreilles de lapin, qui va dire à l'Iran ce que l'Iran doit faire? En quoi se trouve la souveraineté de l'Iran quand c'est un idiot comme lui là, un voleur et un manipulateur, qui va dire à l'Iran ce que l'Iran doit faire? Non. L'Iran est un État souverain et l'Iran veut affirmer sa souveraineté. La manière dont l'Iran veut gérer sa souveraineté, cela relève intégralement du sort iranien. C'est tout. Permettez-moi une seconde, je vais rapidement nous relancer sur YouTube là. Ce que fait l'Iran. Ils construisent leurs réacteurs et leurs installations au cœur des montagnes, à l'abri des regards, et ils cherchent à enrichir ce combustible. Nous étions sur le point d'atteindre le stade où l'Iran aurait eu un tel nombre de missiles et de drones que, demain, personne n'aurait rien pu faire contre son programme nucléaire. C'était un risque inacceptable. En aucun cas, un pays dirigé par des clercs chiites radicaux, avec une vision apocalyptique de l'avenir, ne doit posséder... Alors, voilà des idiots. Quand vous écoutez ça, est-ce que c'est bon? C'est la question que je pose. Quand vous écoutez ça, est-ce que c'est ça? Alors, de quel droit lui se permet de parler ici des Iraniens? De quel droit il se permet ici de parler des Iraniens? Il traite les Iraniens de tout part. Voilà un peu cette situation aux États-Unis. Permettez-moi, je vous en prie. Voilà. Alors, pour moi, c'est pas compliqué. Pour moi, ce n'est pas du tout compliqué. L'Iran va continuer à faire ce que l'Iran a envie de faire. Personne ne dira à l'Iran ce que l'Iran doit faire par rapport à son régime nucléaire. C'est l'Iran, et ceux-ci devraient avoir honte. Si je ne m'abuse, hein, ils devraient avoir honte. Pourquoi? Pourquoi ils devraient avoir honte? Ça fait des années qu'ils disent que l'Iran est à 2 doigts d'obtenir l'arme nucléaire. Et voilà un idiot et ses oreilles de lapin là qui vient répéter la même bêtise de Benjamin Netanyahu. Ça fait plus de 20 ans qu'on nous dit que l'Iran est à 1 semaine d'obtenir la bombe nucléaire.
Ça fait plus de 20 ans qu'on nous vend ça. Ça fait plus de 20 ans qu'on nous donne ça. Ça fait plus de 20 ans qu'ils sont dedans. Et ils n'ont pas honte. Ou bien ils pensent que les gens, nous qui sommes devant eux, là, nous on est quoi? On est stéréotypés, on ne peut pas se souvenir de quoi que ce soit, on est tellement bêtes que les bêtises qu'ils vont raconter tout de suite, on va tout gober. Mais ça fait des années qu'ils racontent les mêmes bêtises. Ça fait des années. Alors, ils devraient avoir honte, ces gens-là. Ils devraient avoir honte. Alors, on va continuer. Je vais vous laisser écouter et puis on va continuer. Et l'arme nucléaire. Et en aucun cas, on ne peut leur permettre de dissimuler et de protéger ce programme et leurs ambitions derrière un bouclier de missiles et de drones contre lequel personne ne peut rien faire. Les signaux contradictoires lancés par Washington ne font qu'accroître la confusion autour de la crise iranienne. Donald Trump alterne entre l'annonce d'un retrait militaire et la menace de représailles massives si le détroit d'Ormuz n'est pas rouvert. Nouveau coup de théâtre dans le dossier iranien. Alors qu'il venait d'annoncer le retrait imminent des troupes américaines, Donald Trump a brusquement changé de ton. Un retournement opéré en moins de 24 heures. Pourtant, plus tôt dans la journée, le président américain avait affirmé que les objectifs des États-Unis en Iran avaient été atteints. Pour le locataire de la Maison-Blanche, le programme... Alors, moi je vous fais écouter ça pour vous montrer à quel point Trump est malade, à quel point Trump est décevant, à quel point Trump est ridicule. Il y a, donne-moi une seconde, je vais vérifier quelque chose ici. Alors, permettez-moi s'il vous plaît, je suis en train de... Ah, monsieur, il y a des choses qui sont en train de... Oh là là, voilà. Bon. Non, monsieur, c'est pas... Je peux pas ça. Alors, on va continuer, s'il vous plaît. Alors, je reviens ici. Trump, il dit, vous avez entendu, il a changé et il décide maintenant de frapper l'Iran. Vous avez entendu, je vous ai lu un premier élément où il y a un pont iranien qui a été bombardé. Posez-vous une seule petite question, une seule. Pourquoi on devrait utiliser un missile Tomahawk de 6 millions de dollars, c'est tellement moins, plus, pour détruire un pont, le passage, et présenter le pont comme étant un pont stratégiquement important. Oui, c'est vrai, quand vous regardez le pont qui reliait deux localités, donc, est-ce que cet homme-là ne mérite pas d'être assassiné? Et moi-même, je demanderais à toute personne qui peut assassiner Donald Trump, ce serait la bienvenue. Si les Américains peuvent le tuer, ce serait une très bonne chose. Que Dieu fasse qu'on tue Donald Trump aussi vite que possible. Parce que ce qu'il fait, c'est inacceptable. Et on ne peut pas l'arrêter là. Dans son propre pays, on ne peut pas l'arrêter. Quand tu dis l'opération militaire, c'est par rapport à des objectifs militaires. Mais ils se sont rendus compte que tout ce qu'ils ont bombardé jusque-là, ce ne sont que des bâtiments vides. Des bâtiments qui ne servent à rien. Aujourd'hui, après avoir suffisamment bombardé les bâtiments vides, et que l'Iran maintient sa puissance militaire, sa puissance de feu, qui ne fait qu'augmenter, maintenant ils s'attaquent au pont. Après, ils vont frapper les structures énergétiques
s'ils n'ont plus rien à frapper, ils vont jeter la bombe atomique sur l'Iran. Alors, mieux vaut tuer le président américain pendant qu'il est temps. Mieux vaut le tuer pendant qu'il est temps. Mieux vaut le tuer pendant qu'il est temps. Parce que personne ne sait si aujourd'hui l'Iran a l'arme nucléaire ou pas. Et si les Américains veulent s'amuser, et j'ai vu un spécialiste aussi, un ancien du renseignement américain qui a dit, Israël veut lancer, parce qu'Israël est à bout de souffle. Israël, oh là là, je vais voir si je peux vous montrer quelques images. Je vais voir si je peux vous montrer quelques images. Israël, c'est devenu autre chose. Je vais être honnête avec vous. Israël, ça fait honte aujourd'hui. Quand vous regardez, je vais voir. D'abord, je vais voir si je peux vous faire voir ça. Qu'on n'a pas évoqué jusqu'à maintenant dans les médias, deux choses qui ont changé depuis une semaine, c'est que le Qatar s'est désengagé donc de cette coalition avec les États-Unis. Ah, vous avez entendu là, attendez, je vais augmenter un peu la question du Qatar là. Écoutez bien. Qu'on n'a pas évoqué jusqu'à maintenant dans les médias, deux choses qui ont changé depuis une semaine, c'est que le Qatar s'est désengagé donc de cette coalition avec les États-Unis et donc n'autorise plus que les Américains utilisent leur base pour mener des frappes contre l'Iran. Et puis une autre information qui n'est pas encore annoncée officiellement, le Qatar a débloqué quelques 6 milliards d'euros qui étaient bloqués dans les banques américaines que l'Iran devait donc récupérer. Et à ce moment-là, les Américains ont refusé de le faire. Finalement, cet argent est passé au Pakistan avec donc une commission de 300 millions d'euros supplémentaires et donc cet argent a été transféré et se trouve actuellement selon un conseiller donc du gouvernement iranien à la banque centrale iranienne en cash. Est-ce que vous n'avez pas compris? Attendez, ça je n'avais pas écouté jusqu'au bout parce que c'est un monsieur que je suis un peu, c'est un journaliste en Iran qui est souvent appelé par il y a une télévision française, là, une radio-télé française, j'oublie le nom, mais je vous en prie, je vais revenir un peu à l'arrière. Écoutez, s'il vous plaît. Écoutons très bien. Écoutons. Jusqu'à maintenant dans les médias, deux choses qui ont changé depuis une semaine, c'est que le Qatar s'est désengagé donc de cette coalition avec les États-Unis et donc n'autorise plus que les Américains utilisent leur base pour mener des frappes contre l'Iran. Et puis une autre information qui n'est pas encore annoncée officiellement, le Qatar a débloqué quelques 6 milliards d'euros qui étaient bloqués dans les banques américaines que l'Iran devait donc récupérer. Et à ce moment-là, les Américains ont refusé de le faire. Finalement, cet argent est passé au Pakistan avec donc une commission de 300 millions d'euros supplémentaires et donc cet argent a été transféré et se trouve actuellement selon un conseiller donc du gouvernement iranien à la banque centrale iranienne en cash. Tout à l'heure à la télévision iranienne donc un important député qui a dit qu'une loi était en préparation qui sera votée pour donc fixer les termes du nouveau régime du détroit d'Ormuz, c'est-à-dire que l'Iran percevra des taxes pour chaque passage de navire ou de pétrolier et ce sont des taxes qui seront perçues non pas en dollars mais en yuan, donc la monnaie chinoise, donc un geste vis-à-vis de la Chine. Donc c'est voilà. Donc ceux qui viennent insulter Keïta, vous avez écouté là tout ce que je vous ai dit. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Mais ça, je n'avais pas eu accès à ces informations chez monsieur. Mais il ne fait que reprendre tout ce que j'ai dit. C'est pas ça, Clem-Sia, ma chérie. Je suis pas votre ennemi. Détestez-moi, je m'en fous. Mais quand je suis dans la vérité, tu peux pas. Tu viens là, Dieu va t'humilier. Voilà, je n'ai même pas encore quitté mon terrain. Voilà, tout ce que j'ai dit depuis des jours, ça vient d'être confirmé. Oh non, il y a un gars même là, un petit idiot ivoirien, il dit, le gars, il me dit, et celui-là, il sait comment AI fonctionne. Intelligence artificielle. Il y a beaucoup de idiot, tu connais l'intelligence artificielle mieux que moi. Ce que tu es en train d'écouter là, c'est l'intelligence artificielle. Attendez. Comme ils sont, ces petits analphabètes ivoiriens là. Voilà. Attends, voilà l'intelligence artificielle de ce petit minable ivoirien. Quelque chose qu'on n'a pas évoqué jusqu'à maintenant dans les médias, deux choses qui ont changé depuis une semaine, c'est que le Qatar s'est désengagé donc de cette coalition avec les États-Unis et donc n'autorise plus que les Américains utilisent leur base pour mener des frappes contre l'Iran. Et puis une autre information qui n'est pas encore annoncée officiellement, le Qatar a débloqué quelques 6 milliards d'euros qui étaient bloqués dans les banques américaines que l'Iran devait donc récupérer. Et à ce moment-là,
les Américains ont refusé de le faire. Finalement, cet argent est passé au Pakistan avec donc une commission de 300 millions d'euros supplémentaires. Et donc cet argent a été transféré. Ok. Et se trouve. L'essentiel, vous avez compris l'essentiel. L'argent de 6 milliards d'euros que l'Iran récupère dans cette guerre. Le Qatar n'est plus dedans parce que le Qatar, je crois que c'est le Koweït, il a dit le Koweït, non? Le Koweït ou le Qatar? Elle a dit le quoi? Le Qatar? Ah, le Qatar, pardon, c'est le Qatar. Le Qatar est le voisin direct de l'Iran sur le champ gazier où les Américains veulent faire intervenir leurs Marines là. Vous savez, cette guerre-là, ça devient doux. De jour en jour, ça devient doux. L'Iran n'a plus rien à prouver. Et Donald Trump est un homme frustré, un homme désorienté et un homme déconnecté. Je vous ai dit une fois, et cela aussi c'est documenté, c'est prouvé, le petit ministre de la guerre idiot de Donald Trump, est-ce que je vous ai pas dit que Donald Trump allait chasser la femme Pambandi là? Je vous en prie, vous pouvez vérifier ça aussi. J'ai dit Trump va, même le petit ministre là, il va le chasser. Parce que s'il y a une femme, malgré que j'ai dit, j'avais vraiment, je disais non mais, parce que la femme qu'il a nommée comme ministre de la Justice était son avocat. Elle a défendu Donald Trump qu'on voulait le mettre en prison. Elle a défendu jusqu'au bout. Si Trump est arrivé à enlever celle du ministère de la Justice pour une erreur qu'elle a commise, parce que quand le Sénat a demandé qu'on libère les dossiers sur Epstein, elle a fait le tri, elle n'a libéré que 3 millions de dossiers, 3 millions de pages sur 6 millions. Et les 3 millions qui ont été libérés, par erreur, il y a des photos de Donald Trump et des vidéos avec des petites filles. Je vais demander pardon à tout le monde et aux femmes, surtout, de me pardonner. Il avait la façon à lui, Trump, quand on lui envoie les jeunes filles de 16 ans, 15 ans, il vérifiait lui-même d'abord la profondeur de leur... je vais m'arrêter là. Il mettait le doigt pour vérifier la profondeur et pour vérifier aussi l'état. Si la route est ouverte ou s'il y a encore un barrage qui est là. Il faisait ça Trump. Et ces photos, ces vidéos, malheureusement, se sont retrouvées dans les dossiers libérés. Et ça a commencé à fuiter parce que moi, je suis beaucoup, beaucoup de chroniqueurs, beaucoup de podcasts, beaucoup d'Américains, je les suis beaucoup. Et ils ont commencé à taper. Donc, ce qui fait qu'ils ont appelé la femme là. Et quand j'ai vu sa façon de répondre au Sénat, je savais tout de suite qu'elle allait avoir des sérieux problèmes de Donald Trump. C'est la même chose avec la ministre de l'Immigration. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait, elle est tombée. Et quand tu regardes le petit, il a commencé à réfléchir, le ministre de la guerre, il a commencé à réfléchir. Il a commencé à réfléchir. Parce que alors donc, Trump, pas bandit, là, voilà ici, bon, après je vais vous faire voir un peu. Alors, ça c'est... Il y a un autre élément que je vais vous montrer rapidement. Il y a un élément là que je vais vous montrer rapidement. Je ne sais pas si on... Je ne sais pas hein, si je pourrais voir ça. J'ai un petit problème avec. Je crois que... Bon, je ne sais pas trop si je pourrais voir ça. Alors, je vais voir comment l'Iran... Oh là 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 là.
c'est pas grave. Il y a une image là que je voulais partager avec vous. Une image qui n'est pas... Seconde, hein? Donne-moi une seconde, je vois quelque chose. Donne-moi une seconde, je vois quelque chose. Je vais voir si je peux... Oh là là. Bon, c'est pas... merde, c'est un peu... Justement, il y a deux choses qui ont changé depuis une semaine, c'est que le Qatar s'est désengagé de cette coalition avec les États-Unis et donc le Voilà ce que Trump a fait. Voilà le pont qu'il a détruit. Ça, c'est Trump. Alors, voilà le monde civilisé. Voilà le pays civilisé. Voilà ceux qui se disent civilisés. Donne-moi une seconde, il y a quelque chose que je voudrais partager avec vous. Alors, early assessments said Hezbollah fired more than 50 rockets toward northern Israel during Passover. A barrage large... oui, ça c'est... Il y a des choses, personnellement, que on aurait souhaité peut-être ne même pas voir ces choses-là. Mais les Américains sont des menteurs et ils disent pas la vérité. Et ils font croire que tout va bien. Ils font croire que la guerre, là, c'est en leur faveur. Ils font bien ils croient que les choses sont... C'est pas vrai. Alors donc, je vais rapidement revenir je vais rapidement revenir à ce que nous faisons. Rapidement, et puis on va continuer. Alors, je continue toujours avec ceci. Permettez-moi. Alors, Trump, après avoir dit qu'il a fini la guerre, après avoir dit qu'il a fini la guerre, après avoir dit qu'il a humilié, après avoir dit que l'Iran n'a rien, tout est fini, tout a été détruit, et qu'il allait se retirer une semaine ou deux, les gens lui ont dit, je vous ai dit, les Émiratis lui ont dit, les Saoudiens lui ont dit, malgré qu'il a insulté le prince Ben Salman, tu ne peux pas nous laisser parce que l'Iran est devenu plus fort qu'avant. Et la seule idée pour Trump d'entendre que l'Iran est devenu plus fort qu'avant, c'est inacceptable. On lui a dit, mais tu n'aurais même pas dû commencer cette guerre, parce que cette guerre a rendu l'Iran plus fort qu'avant. Vous avez entendu tout à l'heure le monsieur parler. L'argent de l'Iran qui était bloqué au compte du Qatar aux États-Unis, les Qataris ont débloqué la somme et ont donné à l'Iran l'argent de l'Iran avec les frais de commission. 30 milliards, je crois, d'euros et 300 millions de commission. Et le Qatar est sorti de la coalition contre l'Iran. Et le prince Ben Salman est insulté comme un petit garçon sale et pourri par Trump et l'idiot accepte. Dubaï est en colère parce que Dubaï avait une réputation et la réputation de Dubaï a été ternie par les frappes de missiles et de drones iraniens. Maintenant, les Américains disent on a fini, dans 2 semaines, on plie bagage, c'est fini pour nous. Mais en même temps, il revient encore, il dit, on va frapper vos installations. Mais quand vous faites une guerre, la priorité d'une guerre, c'est de ne pas frapper les installations civiles. Et aujourd'hui, on se dit que l'Amérique, comme puissance militaire, frapper des installations, mais ça va arriver. C'est vrai qu'aux États-Unis, on peut dire qu'un ancien président ne va pas en prison. Mais si Donald Trump, en tant qu'ancien président, a été poursuivi une première fois,
est-ce que Donald Trump ne sera pas poursuivi une deuxième fois? Parce qu'aujourd'hui, il y a des organisations, il y a des opposants de Trump qui sont en train de collecter toutes les informations contre Donald Trump. Aujourd'hui, c'est le chef suprême des armées, c'est vrai. Mais des questions lui seront posées. Cette guerre qu'il a fait sans le soutien ni l'aval du Congrès. Et dans cette guerre, il a commis des crimes de guerre auxquels il devra faire face. Et les idiots pensent que malgré tous les conneries qu'ils racontent sur les plateaux de télé, ça va leur permettre d'échapper à la justice. Non. Marco Rubio devient une cible légitime de l'Iran. Il sera exécuté ou un membre de sa... Croyez-moi, haïssez-moi, détestez-moi, mais tous ils vont payer ça. Ils vont payer. Quand ils vont quitter le pouvoir, comme c'est arrivé avec Salman Rushdie, celui qui a insulté le prophète. Au moment où il ne s'y attendait pas, je crois que c'était 15 ou 20 ans après. Un jour, il était dans un café assis, tranquillement, ou bien, je crois qu'il marchait. Et puis on l'a abattu dans la rue. On l'a abattu dans la rue. Que les Américains, la CIA, vous êtes en train de m'écouter, non? Rappelez-vous de ça. Vos idiots qui viennent justifier l'injustifiable, les crimes. Et cela démontre au monde entier. Et le monde devait s'unir pour dire, il faut attaquer l'Amérique en justice pour les crimes de guerre de Donald Trump. Tout le monde, sinon toute l'Afrique. Mais vous n'en verrez pas. C'est-à-dire que, voilà des gens à qui Dieu a tout donné. Je parle du monde, l'Afrique. Ils disent à Dieu, Dieu, Trump là on a peur, Tom il faut l'attraper, puis il faut le mettre en prison. Dieu, même si tu mets Trump en prison, pardon, Tom il faut garder la clé, on ne veut pas garder la clé. C'est ce que je vois, et ça fait honte. Ça fait honte. Ça, le monde devait parler ici. L'Union africaine devrait parler ici. J'attendais même l'AES devait condamner ça. Les frappes contre des bâtiments civils, contre des écoles, contre des universités. Mais il faut, à un moment donné, il faut qu'on dise non. Il faut qu'on arrête ça. Vous voyez pourquoi je disais à l'époque que je ne voulais pas travailler et je ne souhaite pas travailler aux côtés de nos autorités. Parce qu'il y a des choses que si je vois, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas être conseiller d'un président, voir ça et puis me taire. Et si je parle, ce n'est pas bon pour l'image du président. Voilà pourquoi je n'ai jamais voulu être aux côtés de nos responsables. J'espère que les gens commencent à lire un peu entre les lignes. C'est pas que je ne pouvais pas être là-bas. Ceux qui sont là-bas ne sont pas mieux que moi. Ceux qui sont à côté d'eux ne les connaissent pas mieux que moi. Mais c'est parce que je suis un homme de principe et il y a des choses que je ne pouvais pas accepter. Ça, moi, je ne pouvais pas te conseiller ni d'Assimi, ni de Tiani, ni d'Ibrahim et voir ça et puis ne pas parler. C'est pas possible. Mais alors que les fonctions que vous occupez aux côtés de vos présidents vous tiennent, il y a comme ce qu'on appelle, enfin, je sais pas comment il faut, il y a un mot qui est là, vous devez vous taire en tout cas. Vous regardez, vous taisez. Parce que ça ne va pas avec la fonction. Parce que moi, j'aurais souhaité aujourd'hui voir Bassalma, c'est ça, Bazi Bassalma, je crois, sortir et puis parler de ça. Lui qui parle beaucoup là, au Burkina. J'aurais voulu le voir aujourd'hui condamné. J'aurais voulu voir... J'aurais bien voulu voir aujourd'hui les différents parlements de l'AES produire un communiqué conjoint pour condamner ça. Vous savez, la politique, c'est bien beau, hein? Je vous l'ai toujours dit, je connais comment ça fonctionne, c'est pourquoi je préfère rester dans mon petit coin. C'est mieux ainsi. Ça fait mal, il y a des choses que vous voyez, mais vous attendez la réaction de vos autorités. Pas qu'ils soient d'accord avec vous, mais parce qu'il y a quelque chose de fondamentalement mauvais qui a été fait. Et c'est leur droit de parler. J'aurais souhaité voir ça.
Est-ce que ça a été fait? Je ne sais pas. Est-ce que ça n'a pas été fait? Je ne sais pas. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Je ne cherche pas à savoir. Je pense qu'ils ont leur raison, que je respecte, mais j'aurais souhaité en tout cas voir une condamnation de tous les pays de l'AES par rapport au crime que l'Amérique est en train de commettre en Iran, par rapport à Israël aussi. Alors vous voyez, ils ont dit qu'ils ont fini la guerre. Mais il y a une image que j'aurais tant voulu vous montrer que malheureusement je n'arrive pas à faire passer l'image sur l'écran. Mais je vais voir si je peux vous montrer ça comme ça. Parce que c'est pas joli. C'est pas pour eux. Je ne sais pas si je pourrais, je vais voir si je ne peux pas, je vais vous montrer à partir de la tablette. Ok, je pense que c'est des, ok. Je vais montrer, ici d'abord. Je vais montrer pour ici. Je vais montrer ici d'abord. J'espère que, bon, on pourra. Alors, ça c'est... Alors, ça c'est un peu Israël. Hein. Alors, quand vous regardez ça, Tel Aviv, le pays a été complètement anéanti, complètement détruit. Alors, c'est ceux-là qui disent, qu'ils ont gagné la guerre. C'est ceux-là qui disent qu'ils ont gagné la guerre. Là, c'est en Israël, à Tel Aviv. Voilà les gens qui ont gagné la guerre. Voilà les gens qui... Ce que moi je peux retenir. Cette guerre, je le répète, comme je l'ai dit par le passé, c'est une aubaine. C'est une main tendue. Une main tendue invisible. Une main tendue de réflexion. Que les pays du Golfe arrêtent de servir de base arrière au crime des États-Unis. Que l'Europe construise sa propre sécurité, sa propre unité, son propre, comment vous dire ça, corps armé pour répondre aux défis. Que les Américains continuent de s'associer avec Israël. Et que le monde dans le Moyen-Orient arrête de servir de base arrière pour les crimes d'Israël et des États-Unis. Maintenant, si les Américains pensent qu'ils sont tellement puissants, je demande à Dieu d'aider les petits lâches au Moyen-Orient, comme l'a fait le Qatar, pour que eux tous rompent leurs accords militaires avec les États-Unis et que l'Europe sorte de l'OTAN. On verra qui est fort, on verra qui est faible. Si l'Amérique seule peut tenir face au monde, que les gens aient le courage de claquer la porte à Donald Trump. Que le Moyen-Orient claque la porte à Donald Trump. Que l'Europe claque la porte à l'OTAN. Et on verra de quoi l'Amérique est capable. S'ils pourront tenir la grande gueule qu'ils ont aujourd'hui. Et que chacun construise son propre système de transactions financières. Et qu'on sorte du système SWIFT. Comme l'a fait l'Iran, la Russie,
la Chine, l'Inde est dedans. Il y a beaucoup de pays qui sont dedans. Il faut sortir et laisser les Américains se vanter. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui croit à leurs bêtises. C'est parce qu'ils ont quelqu'un quelque part sur qui ils vont s'appuyer pour raconter la vie de même. Mais si il y a personne, quand ils vont regarder derrière, il y a personne. Ils vont regarder à gauche, il y a personne. Ils vont regarder devant, ils voient les défis, les Américains vont commencer à réfléchir par deux fois. Moi, je pense que les Européens devraient prendre leur courage à deux mains et claquer la porte de l'OTAN. Il n'y a pas de défi immédiat. Dans le temps que les véritables défis se présentent à eux, ils sortent de l'OTAN. C'est la même chose que nous demandons aux pays du Golfe, qu'ils s'organisent entre eux, qu'ils constituent eux aussi leur propre unité militaire en Iran, autant pour moi au Moyen-Orient, sans les Américains. Maintenant, si l'Amérique, à partir de l'Amérique, peut se projeter dans le monde, là, on verra. Tant que l'Amérique ne sera pas face aux défis et comprendre qu'il n'est rien sans les autres, alors ce sera compliqué. Si c'est le marché américain, qu'il ferme la porte du marché américain. Allez en Inde et en Chine. Ce que tu ne gagneras pas en Chine et en Inde, tu ne gagneras jamais aux États-Unis. 300 millions, la Chine et l'Inde seulement bouffent deux fois à peu près 4 milliards ou 3 milliards. Face à une population de 300 millions, 350 millions, et toi tu as deux géants de 2 à 3 milliards, tu vas perdre quoi? Il faut savoir vendre ton produit, c'est tout. Il faut savoir faire ton marketing, c'est tout. En Afrique, ici, non, on a 1 milliard et quelques, non? Il faut que les gens sortent de ce complexe d'infériorité, de peur, de crainte, et puis construire des véritables relations solides. Sans l'autre, je peux tenir. Mais tant qu'on ne sortira pas de la doctrine américaine, on ne comprendra rien. Et l'Amérique pensera toujours qu'elle est au-dessus des autres. Alors, ça a été un petit marathon pour nous. Ça a été un peu difficile. On a réussi quand même. C'est pas facile. Merci infiniment à toutes et à tous. J'espère qu'on pourra se retrouver, Inch'Allah, pour terminer, pour continuer une prochaine rencontre. Merci à toutes, merci à tous et à très bientôt.